Alors, merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation et merci évidemment pour l'invitation également, Katia, pour venir parler donc, de la modulation du système immunitaire par les vaccins ARN messagers. Donc, cette présentation avait pour but de comprendre comment fonctionnaient ces nouveaux types de vaccins aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'au laboratoire d'immunologie, on s'est beaucoup interrogé notamment sur le recours à ces ARN messagers comme nouveau vecteur vaccinal et comme nouvelle plateforme vaccinale. Et du coup, on s'intéressait à la construction de ce vaccin et finalement quelle allait être son efficacité. Alors, cette présentation a été faite en collaboration avec d'autres membres de l'équipe, bien évidemment, Marine Cargou, Isabelle Pellegrin et Patrick Blanco. Et il se veut comme un argumentaire scientifique qui est déjà très complémentaire de ce qui a été fait par d'autres sociétés savantes, comme la SPILF notamment, qui a fait un ensemble d'éléments et de questions-réponses plus axés au grand public. Donc là, l'idée, c'est plus justement de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cet argumentaire grand public et quelle est donc cette nouvelle plateforme vaccinale des vaccins ARN messagers. Alors, la présentation va être découpée en deux parties. Tout d'abord, une première partie qui va pour but d'analyser le développement et la stratégie des plateformes vaccinales ARN messager. Et ensuite, on verra aussi la réponse vaccinale induite dans une deuxième partie. Et l'idée, donc, c'était de faire une revue de la littérature et de revoir donc, l'ensemble de ces éléments. On va donc commencer par la première partie, qui est donc la stratégie des vaccins ARN messagers. Alors, les vaccins ARN messagers, maintenant, vous le savez bien, ce sont donc des vaccins qui vont activer le système immunitaire adaptatif au moyen d'ARN messagers dont la séquence nucléotidique va coder pour une protéine identique ou semblable à un antigène d'un agent pathogène. Et dans le cadre, évidemment, du vaccin BNT 162b2, qui est le vaccin ARN messager de Pfizer, ou du mRNA 1273, qui est le vaccin ARN messager de Moderna, la cible est la même. Il s'agit donc de la protéine entière de spicule, donc la protéine S appelée également spike, que vous avez ici représentée sur la droite, et qui va être présente à la surface du virus et qui va lui donner son aspect caractéristique et qui lui a donné également son nom. Le but de ces vaccins, c'est donc de produire in vivo l'antigène natif de cette protéine spike par les cellules musculaires. Alors nous, ce qui nous a tout d'abord interpellé, c'est que l'introduction d'un ARN exogène normalement dans l'organisme humain est immunomodulateur à part entière, puisqu'il est reconnu par le système immunitaire comme n'appartenant pas au soi, et ce notamment par des récepteurs de surface cellulaire endosomaux et cytosoliques, qui ont pour but donc de les détecter afin de dégrader ces ARN messagers, mais également d'induire une réaction inflammatoire qui pourrait alors être délétère et à l'origine donc de réactions indésirables et notamment aussi de poussées de maladies auto-immunes. On va voir justement qu'est-ce qu'il en est de ces vaccins et qu'est-ce qu'ils provoquent réellement. En effet, ces vaccins pourraient être reconnus par le système immunitaire à part entière puisqu'il existe de nombreux RNA sensors au niveau cellulaire. On va retrouver finalement plusieurs PRR pour Pathogen Recognition Receptor. On va notamment en retrouver au niveau endosomal, un peu le temps de retrouver la souris ici. Au niveau notamment ici de la membrane endosomale, vous allez retrouver ici le TLR7 et le TLR8, donc deux toy-like récepteurs qui ont la capacité de reconnaître l'ARN simple brun. Et on va également retrouver au niveau cytosolique des node-like récepteurs qui ont la capacité de reconnaître soit les ARN simple brun ou également les ARN double brun. La reconnaissance par ces récepteurs va induire des voies de signalisation et notamment la production de cytokines pro-inflammatoires via l'activation du NF-κB et ainsi la transcription de ces cytokines qui vont induire notamment de l'inflammation, des effets indésirables et cette inflammation a pour but de dégrader ces ARN messagers. On va également avoir l'activation de voies de transcription qui vont permettre notamment l'expression d'interférons de type 1, qui va à son tour activer donc, notamment des oligoadénylates synthase. Ces oligoadénylates synthase ont pour but d'inhiber la traduction justement de ces ARN messagers, puisque normalement ça a pour but d'éliminer la réplication virale des virus ARN, et ça va également induire leur dégradation. Cette dégradation peut également être augmentée grâce à des enzymes, notamment extracellulaires, que l'on appelle les RNA. Donc, l'objectif de ces vaccins, finalement, est bien de favoriser l'immunisation contre la protéine S en facilitant donc leur traduction, tout en les protégeant de leur dégradation, et notamment de leur reconnaissance par le système immunitaire inné et non spécifique, pour ne pas induire de réactions délétères. Plusieurs stratégies ont ainsi été développées. On a tout d'abord commencé par modifier des motifs reconnus par les PRR et notamment les TLR. On verra là justement lesquels. On a ensuite cherché à éliminer les composants inflammatoires et notamment l'ARN double brin qui était obtenu lors de la fabrication. Et là, on a développé dans ces cas-là des techniques de purification.
On a ensuite cherché à utiliser des vecteurs pour administrer directement l'ARN messager dans le cytosol et protéger l'ARN messager de sa dégradation rapide. Et enfin, on a choisi et sélectionné une voie d'administration qui permettait de produire durablement la protéine. Donc, en ce qui concerne la première stratégie, elle a consisté à modifier les séquences d'ARN messager contenues dans le vaccin. Les premières modifications réalisées sont des modifications immunomodulatrices. Là où habituellement, dans les ARN, vous retrouvez la base nucléotidique, l'uracile avec son noyau pyrimidique ici, il a été réalisé une inversion de ce noyau de façon à générer des pseudo-uridines. Et l'avantage de ces pseudo-uridines, c'est qu'elles inhibent finalement la reconnaissance de cet ARN messager par les TLR, et notamment les TLR7, TLR8. Il a été évalué la réduction de l'inflammation et de la voie d'interféron sur des cultures cellulaires et notamment des cellules dendritiques après modification de ces ARN messagers. Et ce sont les résultats que je vous présente ici dessous qui ont été composés par l'équipe de Carico et Al. Ce qu'on peut voir sur le premier schéma ici, c'est que vous voyez bien qu'on a une activation du TLR7 et du TLR8 par les ARN non modifiés présents dans leurs uridines naturelles, alors que cette activation du TLR7 et du TLR8 disparaît juste en dessous ici et ici, après introduction des pseudo-uridines. Il a également été évalué sur ces cultures cellulaires la production de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha ou l'IL-12, c'est ce que vous retrouvez sur le schéma dessous. Et on voit bien que les ARN non modifiés ici et ici induisent la production de TNF-alpha et d'IL-12, ce qui n'est pas le cas finalement des ARN dans lesquels on a introduit ces pseudo-uridines. Ces auteurs ont également observé donc, la maturation des cellules dendritiques, c'est-à-dire l'activation du système immunitaire non spécifique. Ils ont regardé deux marqueurs par cytométrie en flux, le CYP83 et le HLA-DR, qui sont des marqueurs de l'activation de ces cellules. On a pu remarquer que pour les ARN non modifiés, ici, on avait bien un double marquage positif avec une activation de la maturation justement de ces cellules qui n'apparaissait plus juste en dessous à ce niveau-là, où on voit bien une disparition du CD83. Donc, ces ARN modifiés n'induisent plus ainsi la stimulation du système immunitaire non spécifique. D'autres modifications ont été introduites dans ces ARN messagers, mais ceux-ci ne sont pas immunomodulateurs à part entière. On a néanmoins introduit deux mutations en 986 et 987 en introduisant des prolines dans la séquence justement de la protéine S. Ceci a un intérêt majeur finalement, c'est que ça va permettre de stabiliser la protéine dans une conformation particulière qui est la conformation de préfusion. C'est-à-dire que finalement, la protéine va garder sa conformation qu'elle a à la surface donc des virus et que finalement, ce sera bien cette protéine qui sera donc exposée au système immunitaire et ça va permettre ainsi de générer des anticorps contre cette protéine avant qu'elle n'ait interagi justement avec les récepteurs cellulaires. On a également introduit deux autres modifications qui sont assez classiques, c'est-à-dire qu'il a été rajouté une casquette ARN ici qui permet de limiter la dégradation et d'initier la traduction, ainsi qu'une queue polyadénine qui vient stabiliser l'ARN messager. D'autres modifications ont été réalisées, mais là, c'est de l'ordre de la fabrication. Il avait été observé finalement que lors de la fabrication, on induisait la production d'ARN double brin. Ces ARN double brin sont en fait captés par le système immunitaire comme des signaux de danger et finalement vont induire la production d'interférons de type 1 qui viennent inhiber leur traduction. La même équipe a travaillé donc en 2011 sur une méthode de purification par HPLC et ont évalué l'efficacité de cette purification sur des cultures cellulaires, notamment de cellules dendritiques. Et ce sont les résultats que je vous présente en dessous. Vous pouvez observer ici la production de TNF et d'interférons induites par les ARN non modifiés, par les ARN non purifiés, pardon, qu'ils présentent ou non des modifications avec l'introduction des pseudo-uridines. Donc vous avez l'ARN non modifié représenté en bleu et les ARN avec les pseudo-uridines en jaune et orange. Et vous avez donc avant et après purification. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'ici, on a bien une disparition complète de la production de TNF-alpha et d'interféron alpha pour le coup, donc les cytokines pro-inflammatoires, après modification et introduction des pseudo-uridines et donc après également purification. Donc on avait par cette double méthode ainsi diminué justement les effets pro-inflammatoires qui étaient potentiellement à l'origine d'effets indésirables. Ces effets de la purification ont été remarqués par PCR-arrêt, c'est-à-dire que finalement, on a observé l'expression des gènes codant pour les cytokines pro-inflammatoires sur ces mêmes cellules dendritiques. Vous retrouvez donc ici à gauche l'expression. On a ici pour les ARN non modifiés et non purifiés, que vous retrouvez donc sur la colonne de droite. Plus l'expression est forte et finalement, plus on s'est représenté en rouge. Et on voit bien ici donc une expression complète des cytokines pro-inflammatoires représentées sur la colonne de gauche. Et on va représenter
à ce niveau-là, donc après purification et introduction des modifications, finalement une absence d'expression de ces cytokines pro-inflammatoires. On a également observé la traduction de ces ARN messagers, donc modifiés, purifiés. Donc ça a été réalisé grâce à une protéine luminescente qui a été introduite à nouveau dans des cultures cellulaires. Et on a pu remarquer que quand ces ARN n'étaient pas purifiés ni modifiés, on avait une faible expression, alors que celle-ci, finalement, était bien augmentée après cette double étape de modification. Donc, ces deux modifications permettaient bien, en effet, de limiter la production de cytokines pro-inflammatoires, mais également de favoriser donc, la traduction et donc l'expression de ces ARN messagers. Alors, comme vous avez pu l'apercevoir, ces travaux sont déjà assez anciens puisqu'ils datent de 2005 et de 2011. Donc, finalement, on a déjà un recul d'à peu près une quinzaine d'années justement sur ces modifications et sur cette variation d'expression et également de purification. La troisième étape qui a consisté justement à améliorer l'efficacité et donc la traduction de ces ARN messagers, ça a été la vectorisation et notamment par des nanoparticules lipidiques. Ça, tout le monde en a entendu parler. Là, on pourrait croire qu'il s'agit tout simplement d'une forme liposomale constituée d'une bicouche phospholipidique entourant un système aqueux. On a finalement un système beaucoup plus complexe en ce qui concerne donc, les deux vaccins Pfizer et Moderna. Ils sont constitués finalement de plusieurs lipides. On a notamment des lipides cationiques qui vont entourer l'ARN messager, justement anionique. Ensuite, d'un lipide auxiliaire neutre, le cholestérol qui vient stabiliser l'ensemble. Et on a ensuite à l'extérieur une couche de polyéthylène glycol qui vient renforcer la stabilité de la nanoparticule, notamment dans les liquides biologiques. Donc finalement, on a bien une structure complexe composée de lipides ionisables organisés en micelles inversées autour de molécules d'ARN messager encapsulées. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est extrêmement facile à produire puisqu'il consiste juste finalement à mettre les éléments ensemble pour qu'ils se composent eux-mêmes justement en nanoparticules lipidiques. Ça va conférer une très bonne stabilité à l'ARN messager et ça va notamment le protéger contre la dégradation par les RNA. Aujourd'hui, on considère que cette délivrance aux cellules par nanoparticules lipidiques est le gold standard pour justement la vectorisation notamment d'ARN messager aux cellules du système immunitaire inné. Donc, comment vont fonctionner ces nanoparticules? Elles vont empêcher finalement la détection de l'ARN messager par les TLR membranaires. La nanoparticule va pénétrer en fait au niveau cellulaire par endocytose. Elle va se retrouver ainsi dans une vacuole d'endocytose où elle devrait être dégradée. Mais en fait, elle va participer à l'échappement de cette vacuole d'endocytose de l'ARN messager. Comment c'est possible? C'est possible grâce aux lipides cationiques contenus dans la nanoparticule qui va venir déstabiliser la membrane endosomale et qui va permettre la formation d'un pore, libérant ainsi directement dans le cytosol de l'ARN messager. On a ainsi une vectorisation directe de notre ARN messager dans le cytosol, ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps d'être dégradé dans la vésicule d'endosome, mais en plus, il n'a pas eu le temps d'être reconnu par les TLR qui sont ici à la surface de l'endosome. Donc finalement, on a par cette vectorisation ainsi un échappement aux RNAs extracellulaires, mais également un échappement à la détection par des TLR, en plus des modifications que je vous ai parlé précédemment. Alors bien évidemment, on peut se poser la question de savoir est-ce que ces nanoparticules sont immunogènes en elles-mêmes? Alors non, puisque d'abord les TLR et les PRR ne peuvent pas reconnaître des lipides, ils ne peuvent reconnaître d'abord que des lipoprotéines. Donc ça déjà, ça permet de bien comprendre que ces nanoparticules ne sont pas reconnues par le système immunitaire. Et en effet, ceci a bien été décrit dans la littérature. Ensuite, ces lipides ne possèdent pas de toxicité à part entière. En effet, il a été démontré dans une publication de 2020 que ces lipides ne présentaient pas, à dose répétée, de toxicité pour l'homme. Vous avez également beaucoup entendu parler aussi dans les médias de l'allergie au vaccin. Alors, l'allergie au vaccin, je tiens à être extrêmement rassurant aussi de ce point de vue-là. Les soupçons d'allergie avaient été levés très tôt finalement, puisqu'on avait finalement dès le mois de décembre une expérience anglaise et américaine que nous n'avions pas ici au niveau français. En effet, dès le mois de décembre, on a eu l'administration du vaccin Pfizer donc, en Angleterre. 600 000 doses avaient été déjà délivrées et vous avez une première publication qui a été faite en décembre 2020 dans Allergy, l'un des plus gros journaux justement concernant l'allergie, qui avait montré que 2 cas d'hypersensibilité sur ces 600 000 doses administrées. Au niveau américain, on a également des publications qui sont parues dès janvier concernant l'utilisation qui avait été faite rapidement. Sur les 2 millions de doses de Pfizer administrées lors de l'apparition de cette étude, seuls 10 cas d'hypersensibilité avaient été observés.
Finalement, on est dans le cas de ces deux études de début janvier, dans des chiffres qui sont tout à fait acceptables concernant les événements indésirables, et en tout cas les réactions d'hypersensibilité au vaccin, qui sont de l'ordre de 1 à 2 pour 1 million de doses administrées. Donc finalement, le vaccin Pfizer et Moderna n'induisait pas plus de réactions d'hypersensibilité que ce qui est généralement toléré. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a quand même dans ces vaccins, finalement, un élément qui peut être reconnu comme un excipient potentiellement allergisant, et c'est le cas du polyéthylène glycol. En effet, on a la capacité de se sensibiliser lors de l'administration d'autres médicaments contenant ce polyéthylène glycol, mais également lors de l'utilisation de produits d'hygiène ou dans l'alimentation, puisqu'il s'agit d'un allergène caché. Donc finalement, dans une réaction d'allergie qui apparaît en deux temps, avec tout d'abord une première phase de sensibilisation, celle-ci va être effectuée par autre chose que le vaccin. Et finalement, les cas d'hypersensibilité observés l'ont été chez des patients qui s'étaient déjà sensibilisés au polyéthylène glycol et qui ont été réexposés. Aujourd'hui, le diagnostic de ces hypersensibilités va reposer sur des tests cutanés, soit des tests de provocation, c'est généralement ce qu'on observe lorsqu'on réadministre le vaccin, ou des tests d'activation des basophiles, qui est un test in vivo. Aujourd'hui, la recommandation est qu'en cas d'allergie connue au polyéthylène glycol, on va faire une éviction à ces deux vaccins. Néanmoins, l'administration du vaccin doit se faire normalement dans un établissement capable de gérer des réactions d'hypersensibilité. Donc ça, c'est ce qui va être reconnu par l'HAS dès le mois de janvier pour limiter justement et pour bien réaliser la surveillance de ces événements indésirables. Vous savez très bien que depuis une semaine, l'administration des vaccins a été étendue notamment à la pharmacie d'officine. Et donc, on s'est bien rendu compte que ces réactions d'hypersensibilité étaient quand même extrêmement faibles et donc que le risque était extrêmement faible également. Alors, troisième stratégie qui a été développée pour justement favoriser l'action de ces vaccins, ça a été de choisir le mode d'administration. Donc, comment a été choisi ces voies vaccinales? Là, des premières études ont été faites en 2015, où on a finalement injecté à des souris des ARN codant pour des luciférases. Ces ARN étaient internalisés dans des nanoparticules lipidiques et on l'a administré donc à ces souris par plusieurs voies, soit par voie intradermique, intramusculaire, sous-cutanée, intrapéritonéale, en IV et également en intratécal. Ensuite, on a observé la bioluminescence par imagerie et on a regardé l'expression de ces protéines au fur et à mesure du temps. Ce qui a été observé, c'est que finalement, on avait une meilleure expression de ces protéines lors de l'administration en intradermique, puisqu'on observait finalement une expression de ces protéines jusqu'à 9 jours après l'injection, et on avait également une très bonne réaction en intramusculaire et en sous-cutané. Donc finalement, c'est cette voie intramusculaire qui a été choisie chez l'homme. Ce qui était intéressant de noter dans ces travaux, c'est qu'on avait également une expression de ces ARN messagers qui se faisait extrêmement tôt après l'administration, puisque vous pourrez remarquer que le premier point se fait à 0,2 jours, soit 5 heures après l'administration, et qu'on a bien une expression de la protéine d'intérêt ici, 5 heures après son administration. Alors, cette expression prolongée va avoir un intérêt aussi également en ce qui concerne l'immunisation, ça c'est extrêmement important. On avait déjà montré précédemment que des administrations prolongées favorisaient l'immunisation. Ça avait été démontré notamment pour la glycoprotéine 120 du HIV, et ce par l'équipe de Taméal en 2016, où ces auteurs avaient administré soit en bolus, soit associé des adjuvants, soit sous forme répétée ces glycoprotéines. Et ils avaient remarqué que c'était cette dernière administration répétée, avec cette disponibilité d'antigènes soutenue, qui permettait d'obtenir de plus forts taux d'anticorps et une meilleure réponse B, notamment au niveau du centre germinatif, avec les T folliculaires HELP. Au niveau des essais vaccinaux qui ont été réalisés, cette voie intramusculaire a été validée extrêmement tôt, notamment puisqu'ils ont été faits directement dans les essais de phase 1. Et dès les essais de phase 1, on a pu remarquer, et ici je vous ai pris l'exemple du vaccin Pfizer, une augmentation des titres d'anticorps jusqu'à 5 fois supérieure à des patients convalescents COVID-19 qui avaient présenté une PCR positive il y a plus de 14 jours. Donc finalement, par le choix de cette voie intramusculaire, on obtient bien ainsi une bonne immunisation, une bonne stimulation du système immunitaire, et cette voie a été validée très tôt dans les essais cliniques. Donc, pour résumer l'ensemble de ces éléments et de ces 4 stratégies développées, on voit bien que l'on avait, notamment par un ARN qui était non modifié, non purifié, une stimulation des récepteurs, justement des PRR et notamment des TLR et des NLR,
qui induisait ainsi des fortes réactions inflammatoires par la production de certaines cytokines, notamment de TNF et d'interférons. Ça n'est pas le cas ici, évidemment, dans nos vaccins qui contiennent des ARN qui sont modifiés au niveau notamment de leur séquence, qui sont purifiés avec l'élimination des ARN double brin et qui en plus sont vectorisés de façon à être directement administrés dans le cytosol. On a pu observer ainsi qu'il y avait bien une expression soutenue de l'antigène d'intérêt, ce qui permettait ainsi d'obtenir une bonne immunisation. Et on verra justement dans la partie suivante quels sont les résultats obtenus avec cette immunisation prolongée. Donc finalement, on a bien deux types de vaccins qui sont très sûrs d'un point de vue immunologique. Et ça a été également validé directement dans les essais de phase 2 et 3 pour le Pfizer notamment, mais également pour le Moderna. Là, je vous ai repris l'essai de phase 3 du Pfizer, dans lequel les maladies auto-immunes n'étaient pas exclues lors de l'administration du vaccin. Il y a eu une surveillance 2 mois après l'injection de la deuxième dose et ils ont remarqué finalement qu'il n'y avait pas de poussée de maladies auto-immunes lors de l'administration de ces vaccins. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contre-indication de l'administration de ces vaccins chez des patients qui ont déjà des désordres immunitaires qui potentiellement pourraient réaliser des poussées de maladies auto-immunes. Donc on a vraiment quelque chose qui est très sûr immunologiquement. Alors maintenant qu'on a vu justement comment étaient composés ces vaccins, ce qui est intéressant, c'est de voir leur efficacité, quelle est la réponse vaccinale induite. Alors pour ça, déjà, on va comprendre les différents éléments. Alors tout d'abord, quel a été le choix justement de la cible? La cible, je vous l'ai dit, ça reste la protéine S, et cette protéine S, elle a été choisie puisqu'il s'agit d'une glycoprotéine de surface, mais qui constitue le déterminant antigénique majeur du SARS-CoV-2. Alors pour cela, on bénéficie évidemment de l'expérience du SARS-CoV-1 et du MERS qui avaient déjà démontré que cette protéine S était déjà finalement le déterminant antigénique majeur, mais on a en plus bénéficié aussi d'outils bioinformatiques avec l'identification d'épitopes à partir notamment d'anticorps de patients qui ont permis de déterminer donc, cette protéine S comme la cible du système immunitaire. Celle-ci est constituée de 2 sous-unités. Une première sous-unité S1 qui va notamment contenir un domaine particulier qui est la RBD pour le récepteur binding domain, qui va permettre sa liaison au récepteur cellulaire qui est l'ACE2, et également donc un domaine S2 qui va permettre notamment la fusion des membranes virales et cellulaires. On sait que les anticorps neutralisants aujourd'hui sont bien dirigés contre cette protéine S1 et notamment cette sous-unité à l'intérieur de S1, la RBD. Et donc, c'est vraiment ce domaine-là qui est le déterminant antigénique majeur, la cible des anticorps justement dirigés contre le SARS-CoV-2. Alors, qu'en est-il des résultats ensuite obtenus donc, grâce à la vaccination dirigée contre cette protéine S par les 2 vaccins? Donc là, on vous a répertorié donc, les résultats des essais de phase 3. Donc, vous voyez que les vaccins Pfizer et Moderna n'ont pas été administrés dans les mêmes doses. Les deux ont des compositions qui sont légèrement différentes, avec des intervalles de temps qui sont quand même assez similaires, 3 et 4 semaines pour le Pfizer et le Moderna. La voie d'administration, telle que je vous l'ai présentée, est bien intramusculaire. On avait dans la première étude, celle de Pfizer, 44 000 participants dans 150 centres, donc c'était bien une étude internationale, avec des patients, en tout cas des suivis donc, de 16 à 91 ans, avec 42% des inclusions qui se faisaient chez des personnes de plus de 55 ans, et également une partie de la population avec des IMC élevés. Dans le cas de l'étude de Moderna, on avait pour les essais de phase 3 30 000 participants inclus dans des centres uniquement aux États-Unis, chez des patients donc, de 18 à 95 ans, avec peu finalement de personnes âgées et aussi peu de patients présentant des facteurs de risque. Alors, je vous parle de patients, mais là, ici, c'était vraiment des études observationnelles, c'est-à-dire que finalement, on a pris des cohortes de personnes que l'on a vaccinées versus évidemment de placebo qui étaient constitués finalement de sérum physiologique, et on les a laissés circuler finalement dans des zones évidemment où il y avait du virus qui était présent, et on a observé l'apparition des symptômes et notamment donc de SARS-CoV-2 chez ces participants. Donc l'efficacité est purement une efficacité clinique et déterminée. C'est-à-dire que dans le bras vaccin ici, pour le Pfizer, on a pu observer chez les vaccinés l'apparition évidemment de 8 Covid symptomatiques et un Covid sévère, alors que dans le bras placebo, vous voyez que les chiffres étaient quand même largement supérieurs. C'était les mêmes observations qui ont été faites dans le cas du vaccin Moderna, où le groupe vacciné présentait 11 Covid symptomatiques versus finalement 185 dans le groupe placebo. Donc, grâce à un calcul mathématique, on a pu évaluer l'efficacité clinique donc, de ces vaccins à 95% pour le Pfizer et 94% pour le Moderna, en sachant qu'on était ici, bien évidemment, sur des observations d'infection. Donc, on peut en conclure que finalement, le risque
développer des symptômes du Covid est réduit de 95% après administration, donc du vaccin Pfizer, et 94% dans le cas du Moderna. En ce qui concerne les effets indésirables finalement observés n'étaient que des effets indésirables locaux, surtout, mais qui étaient finalement la même que ceux qu'on observe pour les vaccins courants, avec des douleurs au point d'injection, des céphalées le jour. Mais ce qui est assez étonnant dans le cas de ces deux vaccins, c'est que finalement, les effets indésirables observés étaient identiques dans le groupe vacciné du groupe versus le groupe placebo. Donc finalement, il n'y avait pas de différence significative. Donc ces deux vaccins étaient vraiment très sûrs en ce qui concerne l'apparition des effets indésirables. Alors, quelle est la réponse vaccinale induite par ces deux vaccins? Finalement, vous savez que les vaccins vont agir en deux phases. On a, après l'administration d'une première phase, la production notamment d'IgM peu spécifiques, mais également d'IgG peu spécifiques qui vont ne pas perdurer dans le temps. Mais après une deuxième administration, on va permettre ainsi notamment une forte production d'IgG très spécifique, dirigée contre notre cible et donc notre protéine S. Donc, au final, dans l'organisme, comment ça se déroule? Eh bien, la réaction immunitaire va surtout se dérouler au niveau ganglionnaire. On est ici sur un vaccin ARN messager qui va induire l'expression d'une protéine. Cette protéine va donc être reconnue par le système immunitaire. Donc, finalement, et on va parler d'immunité ici antiprotéine, donc T dépendante, qui va faire intervenir à la fois les lymphocytes B producteurs d'anticorps, mais qui vont nécessiter une coopération avec les lymphocytes. Donc, vous retrouvez ici une image ganglionnaire. Donc, rassurez-vous, on va y aller doucement. On a habituellement donc, la zone T, justement, où sont résidents les lymphocytes T, et ensuite la zone folliculaire où vont résider les lymphocytes B. Après l'expression de notre antigène de notre protéine S, on va avoir ainsi des cellules B qui vont être sélectionnées, qui vont permettre ainsi la reconnaissance et qui vont être activées. De l'autre côté, on va avoir des cellules présentatrices d'antigènes qui vont également reconnaître cette protéine S produite par nos vaccins, qui vont alors pouvoir justement l'internaliser et la présenter aux lymphocytes T helper de type CD4+. Excusez-moi, problème de souris, ici. Une fois qu'on a ces deux cellules activées, elles vont pouvoir se rencontrer à l'interface entre la zone T et B, justement, de façon à induire un signal supplémentaire qui va permettre d'induire la prolifération de notre lymphocyte B spécifique de notre antigène, donc spécifique de notre protéine S. Celui-ci va alors se mettre à se multiplier. Hop. Ici, générant ainsi des plasmocytes à durée de vie courte qui vont surtout produire des IgM et également vont permettre la génération, donc une multiplication de lymphocytes B également au niveau du centre germinatif. Au niveau du centre germinatif, cette multiplication va se faire de façon extrêmement importante. C'est pour ça qu'on va avoir constitution ainsi d'une zone sombre dans ce centre germinatif. Et au niveau de cette multiplication, on va avoir en parallèle également des hypermutations somatiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des mutations qui vont apparaître au niveau de la zone variable des immunoglobulines, qui vont avoir pour but d'augmenter l'affinité de l'anticorps pour l'antigène. Une fois qu'on a une cellule B qui va présenter une maturation de son affinité, on va alors avoir, celle-ci va un passage ici au niveau de la zone claire justement de cette zone folliculaire. On va avoir une rencontre avec les cellules folliculaires dendritiques qui vont permettre de sélectionner justement les lymphocytes B qui expriment des immunoglobulines de forte affinité pour l'anticorps et pour l'antigène, pardon. Et ensuite, on va avoir également une commutation de classe avec un passage notamment d'IgM à IgG, ce qui va donner d'autres fonctions immunoglobulines. On a besoin d'un dernier signal. Hop, pardon. Ici, on va avoir à nouveau justement l'induction d'un dernier signal grâce à l'interaction de lymphocyte T helper folliculaire avec notre fameux lymphocyte B spécifique, qui va lui permettre de donner la dernière information, le permettant ainsi de générer des plasmocytes à longue durée de vie et qui vont notamment produire des IgG avec une affinité extrêmement forte pour justement notre antigène et également des lymphocytes B mémoire. Ici. L'avantage, c'est qu'on a ici une réponse qui va se faire après une première dose donc, de vaccin que vous pouvez observer en bas à droite avec une faible production d'IgM et une faible production également d'IgG. Mais lorsque l'on va avoir une réexposition au niveau du vaccin avec l'administration de la deuxième dose, on va avoir en fait la stimulation de nos lymphocytes B mémoire qui ont été produits en grande quantité. On va avoir un réenclenchement fait de l'ensemble de cette boucle et on va avoir alors une forte production d'IgG et d'IgG qui possèdent une forte affinité pour notre protéine. Alors, est-ce que ces vaccins finalement sont très efficaces? Ben, oui, donc ça a été démontré finalement par une publication de Lederer et al. Dans Immunity en 2020, où ces auteurs ont comparé finalement une réponse SARS-CoV-2 avec justement un ARN médié dans ces nanoparticules lipidiques versus finalement une protéine synthétique codant donc pour la RBD.
associé à un adjuvant. Ils ont pu remarquer qu'après injection à la souris, on avait une meilleure stimulation des centres germinatifs finalement par notre vaccin ARN versus notre vaccin protéique classique. On avait ainsi une meilleure production de cellules B mémoire, une augmentation également du nombre de plasmocytes à longue durée de vie et une augmentation du titre d'anticorps finalement par l'utilisation de cette plateforme vaccinale. C'est ce qu'on peut observer ici à droite, où vous retrouvez finalement ici en rouge et en bleu le taux d'anticorps obtenu par vaccination après ces ARN messagers véhiculés par ces nanoparticules lipidiques versus une vaccination classique par une protéine représentée en gris. Ces auteurs ont également regardé le taux d'anticorps neutralisant et ils ont pu remarquer à nouveau en rouge et en bleu une très forte augmentation du taux d'anticorps neutralisant par rapport justement à nos vaccins protéiques classiques. Donc finalement, ces vaccins ARN messagers induisent bien une très forte réponse B et T folliculaire helper au niveau des centres germinatifs, ce qui va permettre d'obtenir des anticorps neutralisants avec des taux largement supérieurs et qui en plus vont persister plus longtemps dans le temps. Et on pense qu'évidemment, ceci est permis grâce au mécanisme d'action de ces ARN messagers qui permettent une exposition prolongée finalement de l'antigène, comme je vous l'ai dit, avec une expression qui peut aller jusqu'à 10 jours, notamment chez les études chez la souris. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on se pose encore beaucoup de questions sur la durée de l'immunisation vaccinale. Donc, aujourd'hui, on dispose de peu de données. Les études de cohorte sont en cours, bien évidemment. Aujourd'hui, on va disposer de quelques données sur l'immunité naturelle. Il y a un Science de janvier qui a montré que finalement, après une première infection au SARS-CoV-2, on avait notamment des lymphocytes T spécifiques qui pouvaient perdurer jusqu'à 8 mois. Donc ça a déjà démontré, mais on ne sait pas on ne connaît pas encore ce qu'il en sera évidemment du vaccin. On sait que de toute façon, ceci est soumis à de nombreux facteurs individuels et c'est vraiment le suivi de cohorte qui va permettre d'y répondre. On sait néanmoins qu'on a une expérience des vaccins protéiques en multidose où ceux-ci permettent de générer une immunité longue. C'est le cas par exemple de la vaccination contre le tétanos et la diphtérie où on sait que pour le coup, on a une demi-vie de la réponse des anticorps qui va être de 14 ans pour le tétanos et de 27 ans pour la diphtérie. Donc on imagine bien que ces vaccins ARN messagers qui finalement induisent la production d'une protéine et ainsi vont générer une immunité antiprotéique classique, on va avoir ainsi une immunité qui pourra potentiellement être longue. Évidemment, est-ce qu'il faudrait contrôler cette réponse vaccinale? Alors, une réponse vaccinale, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la détermination d'un taux d'anticorps avant et après l'injection d'un vaccin, de façon à définir un titre d'anticorps qui nous permettrait de savoir si la personne est protégée par rapport à un seuil protecteur ou à développer une immunité avec une augmentation d'un titre d'anticorps spécifique, justement significatif entre la pré- et post-vaccination. Alors aujourd'hui, non, cette réponse vaccinale n'a pas besoin d'être évaluée, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de seuil protecteur défini dans la littérature. Et en plus, il faudrait le définir par kit, évidemment, de sérologie. Et qu'ensuite, les ratios également pré- et post-vaccination n'ont pas été définis. Donc aujourd'hui, finalement, la réponse vaccinale, elle n'est conseillée que dans l'exploration des déficits immunitaires classiquement aujourd'hui pour des vaccins tels que la diphtérie, le tétanos, l'hémophilus et le pneumocoque, mais elle n'est pas recommandée pour le SARS-CoV-2. Et en effet, l'HAS ne la recommande pas. Donc aujourd'hui, il n'est pas intéressant de faire de sérologie. Alors, je mettrai en garde évidemment contre cette sérologie, puisque également, donc, ces titres d'anticorps vont être définis en fonction des kits sérologiques que vous allez pouvoir utiliser, mais également, il faut faire attention à la cible utilisée aussi dans le cas de ces sérologies. Il faut, si jamais on faisait des sérologies, bien utiliser des kits qui vont détecter des anticorps dirigés contre la protéine S. Aujourd'hui, ce que j'aurais tendance à conseiller à la revue de la littérature, ce serait plutôt d'évaluer la réponse vaccinale dirigée contre d'autres vaccins protéiques, puisqu'on est à peu près sur le même mécanisme finalement, et puisque celle-ci est déjà prédictive de la réponse à tous les vaccins protéiques. Et dans le cas des suivis tels qu'on le fait à l'hôpital, il s'agit d'évaluer la réponse vaccinale antitétanique qui va permettre de prédire ainsi la réponse à tous les vaccins. Alors, cette prédiction pourrait être intéressante, notamment chez des personnes qui pourraient présenter des réactions vaccinales évidemment moindres. C'est le cas notamment, évidemment, des patients qui sont âgés ou qui sont sous immunosuppresseurs. On sait en effet qu'il y a, lors de l'immunosénescence, une involution thymique et une restriction du répertoire des lymphocytes T naïfs qui vont permettre ainsi cette coopération lymphocyte T, lymphocyte B pour produire ces anticorps. Chez les personnes âgées, en effet, qui sont déjà vulnérables, on sait qu'on a une moindre augmentation de ce taux d'anticorps après vaccination. Et ça a déjà été montré dans de nombreuses études, notamment concernant la vaccination antigrippale.
On sait également que dans le cas d'immunothérapie, on a quand même moins de séroconversion. Ça a déjà été défini évidemment avec les anti-CD20 notamment et les vaccins contre la grippe, avec des séroconversions qui évidemment étaient nettement inférieures chez les patients avec des anti-CD20 que ceux n'en présentant pas. On sait qu'en plus, chez ces patients qui ont eu ces immunothérapies, il faut du temps pour avoir à nouveau une population B et T naïve réaugmentée après traitement. Ça peut aller de 6 à 12 mois dans le cas du rituximab. Donc finalement, ces patients ne vont pas présenter un répertoire normal avant justement un arrêt de ces immunothérapies. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de recul. De nombreux essais cliniques sont en cours pour évaluer la réponse vaccinale justement chez ces populations qui sont plus à risque. Les cohortes sont en cours d'évaluation. Néanmoins, aujourd'hui, on sait que quand on vaccine, on a des vaccins qui ne sont pas des vaccins vivants atténués, donc on n'a pas de risque d'infection. Donc, au pire, ce que l'on risque chez ces patients, c'est finalement d'avoir une inefficacité de la vaccination, mais néanmoins, si jamais ils arrivent à effectuer une protection même minime, on a une balance bénéfice-risque qui est évidemment bien en faveur du bénéfice dans ces populations. Donc, c'est pour ça qu'il avait été choisi de les vacciner en priorité. On peut également, au vu de ce qui se passe ces dernières semaines, se poser la question de l'impact des mutations. Donc, en effet, vous savez qu'il y a l'émergence de nouveaux variants. Ces variants sont apparus extrêmement vite après finalement le développement de la vaccination, puisque ça, c'est dès janvier. On sait qu'on a l'apparition de variants au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil notamment, et notamment en Californie. On a différents variants qui apparaissent. Les deux dont on entend parler principalement, évidemment, ce sont ceux du Royaume-Uni et ceux d'Afrique du Sud, qui sont définis notamment respectivement par des mutations. Donc la mutation N500Y et E484, évidemment, avec les substitutions qui leur sont caractéristiques, donc l'asparagine par une tyrosine et la lysine par l'acide glutamique, en ce qui concerne donc le variant anglais et sud-africain, et qui vont surtout survenir sur le déterminant antigénique majeur, sur la protéine S1 au niveau de la RBD. Alors, au niveau des conséquences, aujourd'hui, ça a été bien évalué, en effet, dans la littérature. On sait qu'on a bien une augmentation de la transmission donc, de ces variants et on sait qu'on a également une augmentation de la mortalité. Ça a été démontré avec des publications de février. Donc, finalement, aujourd'hui, on sait que ces variants sont évidemment beaucoup plus dangereux. La question qui se pose aujourd'hui, quel est finalement l'échappement vaccinal de ces variants qui vont proposer finalement des modifications de la cible finalement vaccinale? Alors, on sait que pour le variant anglais, on n'a pas de réduction de l'activité neutralisante. Donc, ça, maintenant, ça a été montré notamment dans un Nature, justement, en février et en janvier. Donc, ça, c'était extrêmement intéressant, où ils ont comparé, évidemment, la souche classique avec le variant présentant ainsi ces modifications. Et ils ont regardé, finalement, les titres d'anticorps neutralisants et l'efficacité des anticorps. Donc, ils ont effectué différentes dilutions pour neutraliser ces virus et il n'y avait pas de modification finalement des titres d'anticorps neutralisants pour le variant anglais. En ce qui concerne le variant sud-africain, c'est différent. On sait malheureusement aujourd'hui qu'il y a bien une diminution de l'activité neutralisante, en tout cas in vitro. Donc, c'est-à-dire que quand on prend des sérums de patients qui ont été vaccinés et qu'on essaye de faire des tests de neutralisation, il y a bien une diminution de l'activité neutralisante. Donc, néanmoins, aujourd'hui, on espère que l'immunité cellulaire qui sera développée in vivo après cette vaccination permettra néanmoins de contrebalancer cette absence de l'activité des anticorps neutralisants. Et on a des essais, notamment, qui sont en cours, beaucoup avec le vaccin justement AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui font partie des nouveaux qui viennent d'arriver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, en cas de variant, Moderna et Pfizer ont voulu être très rassurants en disant que comme il s'agissait d'une synthèse d'ARN, on avait des productions possibles d'un nouveau vaccin contre les mutants qui étaient réalisables dans les 6 semaines, c'est-à-dire que finalement, on pouvait avoir des nouvelles versions du vaccin très rapidement. Et c'est le cas déjà de Moderna qui est en train de plancher actuellement sur une version 2 de son vaccin, mais évidemment, qui va nécessiter des évaluations. Et attention, évidemment, l'apparition des variants ne doit pas remettre en cause la vaccination. J'ai envie de dire au contraire, l'immunité vaccinale collective est extrêmement importante dans l'apparition de ces variants. Et plus évidemment on arrivera à vacciner vite et plus on arrivera à vacciner la population en règle générale, moins on fera circuler évidemment ces virus et moins évidemment on aura l'apparition de mutants qui font partie de l'histoire naturelle évidemment de ces pathogènes.
Donc, en conclusion de ces deux premières parties, il y a de très nombreux avantages à ces nouveaux vaccins ARN messagers, donc de ces nouvelles plateformes vaccinales. En effet, en raison de leur facilité de production, on peut rapidement les mettre en place et les adapter. On sait aujourd'hui qu'ils sont extrêmement sécuritaires, puisqu'on sait que ce sont tout pas des agents, ce sont des agents non infectieux. Ils ne s'intègrent pas dans le génome, ils ne contiennent pas d'adjuvants, les lipides utilisés ne sont pas toxiques, ils induisent très peu d'allergies. Donc, on sait en plus également qu'on a une efficacité immunologique prouvée, avec finalement une stimulation prolongée des centres germinatifs, avec une très forte production d'anticorps, notamment grâce justement à cette stimulation des lymphocytes B et des T folliculaires helper. On sait qu'on a également une réponse qui est extrêmement bonne vis-à-vis des vaccins protéiques classiques, et que j'ai pu vous le démontrer. Et comme je vous ai évidemment démontré dans la première partie, nous n'avons pas de stimulation de la réponse immunitaire innée non spécifique, donc avec très peu d'effets indésirables. Alors, cette production, finalement, et ses nombreux avantages ont été permis grâce au rôle de la science fondamentale, et je tiens absolument à insister là-dessus. On a eu une production accélérée qui a été permise grâce à des travaux et des données de la littérature qui existent depuis plus de 20 ans. Donc, finalement, tout ça n'a pas été sorti du chapeau. Ça a été vraiment fait de façon progressive. Et la première administration donc, de ces vaccins ARN ont été faits en 1995 chez la souris pour essayer justement d'inhiber la production donc, de tumeurs. Donc, ça reste une technologie très innovante, certes, mais qui était déjà en essai de phase 1 pour traiter d'autres virus, mais qui est sûre et qui est réfléchie en tout cas. Et c'est grâce justement à ces travaux qui ont permis la rapidité de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, cette présentation avait pour but de vous fournir donc des arguments pour comprendre ainsi comment fonctionne cette plateforme vaccinale et comment est-ce qu'ils vont stimuler le système immunitaire, qui a pour but évidemment de rassurer de ce point de vue-là, d'argumenter, de sensibiliser en effet, et de disposer donc d'arguments scientifiques en plus des éléments grand public tels que je peux vous le citer, en tout cas pour la SPIL, tel que vous pouvez voir. Alors, avant de répondre à vos questions, bien évidemment, je vais ouvrir ce topo en ce qui concerne les autres vaccins, puisque cette présentation finalement évolue au fur et à mesure du temps. Alors, depuis un mois, on a quand même beaucoup moins de publications qui apparaissent. On a certes des grandes publications dans les grands journaux, mais en tout cas, on a moins de publications qui se fait. On va dire qu'il y a eu beaucoup d'engouement qui s'est fait au mois de décembre. Il y a un petit ralentissement là sur janvier-février pour vraiment avoir du recul. Donc néanmoins, aujourd'hui, deux autres vaccins ont été autorisés. On entend évidemment beaucoup parler du AstraZeneca depuis quelques semaines, puisque c'est celui qui a été justement permis plus pour les soignants, évidemment, qui sera plus pour le grand public, en tout cas à ceux qui ne présentent pas de facteurs de comorbidité, bien évidemment. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit pour le AstraZeneca? Il s'agit d'un vecteur viral non réplicatif dérivé d'un adénovirus de chimpanzé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet adénovirus, on a inséré d'ADN codant pour justement cette même protéine S, et on va utiliser donc l'adénovirus comme le vecteur pour pouvoir internaliser finalement cette séquence codante dans les cellules justement, notamment musculaires. Donc cet ADN qui va également coder pour la protéine S entière native, lui n'a pas subi de modification. Donc ce qu'a avancé AstraZeneca, c'est que finalement, il n'y a pas eu d'introduction de mutation pour stabiliser la conformation en préfusion, donc ce qui permet d'avoir finalement des protéines telles qu'elles sont réellement faites lors de l'infection. Alors évidemment, on pourra toujours discuter de cet argument. En ce qui concerne le Johnson & Johnson, je n'ai aujourd'hui pas trouvé justement d'informations concernant vraiment la séquence d'ADN. Je manque également de recul aujourd'hui sur un peu la modification de l'adénovirus de chimpanzé. Il est un peu plus difficile de trouver des informations sur cette composition-là. On sait que cette protéine va être exprimée à la surface sous forme de préfusion et de postfusion, finalement comme l'infection naturelle, et qu'on va donc avoir une stimulation du système immunitaire telle que je vous l'ai présentée à ce niveau-là. Alors, qu'en est-il de l'efficacité vaccinale donc, du vaccin AstraZeneca? Donc là aussi également, on a eu des études de phase 3. Celles-ci ont été un petit peu plus laborieuses avec justement un ralentissement puisqu'ils étaient finalement les premiers prêts et le temps d'analyser les données, ils ont repris un peu de retard par rapport à Pfizer et Moderna. Néanmoins, celles qui ont été publiées dès janvier ont montré sur une cohorte de 24 000 participants âgés de 18 ans à 55 ans réalisé dans 3 pays, l'apparition de 30 Covid symptomatiques parmi le bras vacciné, ce qui en faisait finalement une efficacité de 70%, tout groupe confondu, puisqu'il y avait également dans cette étude finalement une composition assez complexe avec 4 sous-groupes, mais néanmoins, si on prend l'efficacité globale, une efficacité de 70% pour réduire le risque justement d'infection.
Alors, cette étude, évidemment, montre que ce vaccin-là est moins efficace. On reste néanmoins dans des valeurs qui sont extrêmement efficaces par rapport à d'autres vaccins comme le vaccin antigrippal. Et on a une moindre efficacité qui serait certainement expliquée par le fait que des adénovirus, on le rencontre tout au long de notre vie, évidemment, par les différents rhumes. Et donc, notre système immunitaire viendrait dégrader, évidemment, le vecteur dès son administration. Donc, on aura ainsi une moindre exposition, justement, à cette production protéique liée à cette dégradation, notamment du vaccin directement après administration. Alors, vous avez également entendu parler beaucoup des effets indésirables, notamment ces derniers jours. On en est fait suspendu aujourd'hui à l'annonce de l'Agence européenne du médicament concernant les thromboses. Ces thromboses n'avaient pas été observées, évidemment, lors de l'essai de phase 3. Et également, il n'y avait pas d'effet indésirable particulièrement mis en évidence. Alors là aussi, il faut peut-être nuancer cette publication, puisqu'ils avaient quand même observé une augmentation des effets indésirables dans les populations jeunes. Et comme je vous l'ai dit finalement lors de cette première partie du topo, on a donc dans le cas du Pfizer et du Moderna quand même une synthèse d'un ARN messager dans un vecteur qui a pour but de limiter la stimulation du système immunitaire inné, que nous n'avons pas ici dans le cas d'un adénovirus qui va se retrouver finalement exposé à tous les TLR dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc finalement, cette augmentation des effets indésirables correspond quand même bien à cette reconnaissance par le système immunitaire inné. Et on sait qu'on a donc une augmentation de la fièvre après l'administration notamment, et également des myalgies et des douleurs au point d'injection dans le cas de ces de ces vaccins, bien évidemment, vous m'aurez compris. Donc, on a là évidemment d'autres études à mener sur ce vaccin AstraZeneca. Et on attend donc évidemment les conclusions de l'Agence européenne du médicament. Alors, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, là je vous présente en effet les données les unes à côté des autres de phase 3. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur finalement l'efficacité comparée des vaccins. Donc, c'est également une limite finalement de ces essais quand on les met côte à côte. Et également, ces essais ont été réalisés finalement à différentes périodes. Alors, ça, c'est l'argument évidemment mis par AstraZeneca dans leur dernier essai publié là au mois de février dans le Lancet, en disant que finalement ces études sont réalisées à différents moments et que finalement l'efficacité est peut-être pas totalement comparable, puisque quand AstraZeneca a fait ses études au mois de janvier, il y avait déjà l'apparition de ces variants, ce qui n'était certainement pas le cas pour le Pfizer et le Moderna. Donc là, encore une fois, tant qu'on n'aura pas d'études comparatives à proprement dit, c'est vrai que c'est très difficile de comparer l'efficacité de ces vaccins. Néanmoins, on a ici des vaccins très efficaces globalement. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir apporté des informations concernant justement ces nouvelles plateformes vaccinales. Et puis là, je pense qu'on va donner la suite à l'ensemble des questions qui vont apparaître au fur et à mesure. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation que j'ai trouvée très claire et très didactique. Et je ne doute pas que beaucoup de personnes ont appris un certain nombre de choses sur ces stratégies vaccinales. Alors, on a déjà un certain nombre de questions sur le chat. N'hésitez pas aussi à lever la main si vous posez vos questions en direct. Alors, il y a Jeanne Chin qui demande, vous avez parlé de la possibilité d'allergie au PEG. Est-ce que les cas de réaction allergique répertoriés dans les essais ont été liés au polyéthylène glycol? Alors, non, ça n'a pas été, finalement, ils n'ont pas fait le diagnostic de l'hypersensibilité. Ça n'a pas été prouvé dans ces cas-là. Donc, au final, non, ils l'ont pas évalué comme ça. Par contre, ce qui a été évalué, c'est que les 10 cas étaient représentés chez des patients polysensibilisés qui avaient déjà présenté des réactions d'hypersensibilité, finalement, dans leur vie, que ce soit des médicaments, finalement, ou des réactions anaphylactiques à l'alimentation. Donc, tout ce que l'on sait, c'est que le risque, évidemment, est bien plus accru chez des patients déjà très allergiques pour le coup, mais en effet, par contre, le diagnostic à proprement dit n'avait pas été effectué. D'accord. Après une question de Christophe Grosset, donc il demande s'il y a une échelle de taille minimum, maximum des ARN insérables dans les liposomes et pas seulement ARN messager. Alors ça, je ne vais pas avoir la réponse en effet. Là, on est sur une séquence extrêmement longue. Pour le coup, c'est vrai que dans le cas de cette protéine S, puisque évidemment on est de l'ordre de 500 acides aminés, donc oui, j'imagine bien qu'il y a des limites évidemment techniques. C'est une excellente question. Et il faudra que je creuse de ce point de vue-là, notamment par rapport à ce qui a été fait pour le Zika, la dengue. Il faudra que je regarde quel type de séquence. Donc c'est vrai que je n'ai pas la réponse immédiatement. Okay. Alors Thierry Noël demande si tu peux préciser l'impact des pseudohéridines sur l'efficacité de la traduction, termes positifs ou négatifs.
Alors, l'impact, on sait qu'il est positif, c'est-à-dire que quand on a l'introduction de ces pseudoïdes, en plus, on sait qu'on augmente la traduction, donc l'expression des protéines. Donc, ça est étonnamment montré sur l'expression de protéines luminescentes comme des luciférases. Donc, finalement, l'expression est bien meilleure avec l'introduction de ces pseudoïdes. Okay. Donc, à nouveau, une question de Christophe Grosset concernant l'immunogénicité sur des protéines intracellulaires. Alors oui, sur le fait que, par exemple, elle pourrait s'exprimer au niveau intracellulaire, alors oui, alors ça aussi, c'est quelque chose qui manque clairement dans les études. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on sait qu'on vectorise, on imagine bien que cette protéine va surtout être exprimée à la surface des cellules. On ne sait même pas clairement quelles sont les cellules qui vont exprimer. Je vous ai parlé de cellules musculaires, mais c'est plus un raccourci. Ça peut être également les cellules du système immunitaire, comme les cellules sentinelles de la peau, là où il y a eu l'injection. Donc, en effet, après l'immunisation contre les protéines intracellulaires, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, il faut qu'elles soient exposées au système immunitaire et reconnues. Donc, c'est vrai que ce serait moins intéressant. C'est une question sur laquelle je n'ai pas tout à fait la réponse, puisqu'aujourd'hui, il me manque encore clairement la mécanistique d'expression à la surface et savoir qu'est-ce qui se passe clairement une fois qu'on a injecté et qu'est-ce qui se passe dans les cellules. Donc, c'est quelque chose, en effet, sur lequel on manque d'informations dans la littérature. Donc, ensuite, une question de Didier Lacombe, si vous dosez les anticorps. Alors aujourd'hui, on a la capacité, oui, on a la capacité de le faire. Donc aujourd'hui, au laboratoire hospitalier, on peut évaluer la réponse vaccinale. On a un kit qui nous permet de déterminer la réponse IgG dirigée contre la protéine S. Aujourd'hui, on ne le fait absolument pas en routine, hein, c'est que pour la recherche, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de taux d'anticorps protecteur qui a été défini, ni du seuil pré-post-vaccination. Donc néanmoins, ça pourrait permettre de définir des informations, mais aujourd'hui, ça n'est dirigé que sur le versant recherche. En effet, ça n'est pas fait pour le suivi actuel. Pardon Didier Lacombe, je complète juste ma question. Je parlais des anticorps anti-spike. Alors, j'ai peut-être pas bien compris la question. Hop. Désolé, je peux la répéter. Oui, est-ce qu'on les dose? Je parlais des anticorps anti-spike. Ah oui, on a la capacité aujourd'hui de les doser. On peut les doser avec des kits de sérologie, bien évidemment. Donc Parce que, je me montre du coup, parce qu'il y a un intérêt chez les patients greffés rénaux sous immunosuppresseurs et nos collègues néphrologues nous disent qu'ils ne connaissent pas de laboratoire qui le font sur le CHU. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, on avait évalué déjà des premiers kits de sérologie dès le mois de mars l'année dernière. Donc, il existe des kits ELISA qui permettent de détecter des